Ce soir, un rappeur d'Atlanta qui s'est fait connaître grâce à un seul tube est maintenant inculpé avec son cousin. Hé quoi? Tout va si vite. Tu me dois quelque chose car je viens de sortir le disque il y a 4 semaines et je suis déjà reconnu. J'ai remarqué des foyers d'intérêt partout dans le monde. Par exemple, la vidéo a fuité en Australie une semaine avant sa sortie et a rapidement cumulé de nombreuses vues sur YouTube. Des millions de vues? Vas-y. Né Wouter de Bakker le 21 mai 1980 à Bruges, en Belgique. Qu'est-ce que tu te souviens de la Belgique? Toute ma famille, que j'ai revue récemment, ce qui est agréable. Et oui, eh bien, je me souviens d'être jeune et très enthousiaste à propos des bandes dessinées. Et donc, j'ai gardé mon intérêt pour ça parce que je suis vraiment passionné par les romans graphiques. Alors que Wouter n'était encore qu'un tout petit, ses parents ont déménagé de Belgique en Australie et ont vécu quelques années dans la ville de Sydney avant de finalement s'installer à Melbourne. Je vais l'appeler Gauthier tout au long de cette vidéo simplement parce que Woutier c'est un peu trop compliqué à prononcer pour moi. Donc, la mère de Gauthier, c'est elle qui lui a donné le surnom de Gauthier, qui était simplement un jeu de mots basé sur la version française de son vrai nom. Mais quand il a fallu inscrire Gauthier à l'école, ses parents ont décidé de l'inscrire sous l'équivalent anglais, qui était Walter. Enfant, Walter ou Gauthier ou Wouter, eh bien ses premiers instruments de prédilection étaient les claviers et la batterie. Puis, après avoir écouté l'album de Depeche Mode, Songs of Faith and Devotion, Willie s'est retrouvé à avoir envie de créer sa propre musique. Au moment où il est entré dans l'adolescence, Will Gauthier formait son premier groupe appelé The Downstairs, avec 3 de ses meilleurs amis du lycée. Cependant, une fois l'école terminée, eh bien, le groupe s'est dissous aussi. À l'université de Melbourne, Will Gauthier a emménagé dans une maison, la Frat House, où des amis musiciens partageaient souvent des moments ensemble. Les premières graines de sa carrière musicale ont été plantées alors qu'il vivait ici après qu'il ait reçu en cadeau une grande collection de vinyles d'un homme qui vivait à l'étage. Cet homme avait écouté Gauthier et ses amis répéter durant des années. Après la mort de sa femme, il a offert à Gauthier l'impressionnante collection de LP de sa femme qui a alors commencé à expérimenter la musique à partir de samples. Avec ses vinyles, Will Gauthier a créé son premier single, Out Here in the Colds, puis l'a associé à d'autres morceaux sur un projet nommé, d'après son ancien surnom, Gauthier. Il écrivait la liste des morceaux et coloriait une pochette pour 50 exemplaires faits main, puis les distribuait aux stations de radio et contacts de l'industrie du disque prêts à les écouter. C'était une astuce intelligente et cela lui a effectivement permis d'obtenir du temps d'antenne à travers l'Australie. Encouragé par ses progrès, Will Gauthier allait alors passer à l'étape suivante lorsqu'il rencontra le chanteur et auteur-compositeur Chris Schroeder. Ensemble, ces deux-là ont formé le groupe de rock alternatif The Basics, avec Gauthier comme chanteur principal et percussionniste. Ils ont sorti leur tout premier album en 2003, intitulé Get Back. À partir de ce moment-là, Will Gauthier allait mener 2 carrières musicales distinctes. Il poursuivrait son travail avec The Basics et sortirait plusieurs albums entre 2004 et 2010, mais lorsqu'il était en solo, il se produisait sous le surnom que sa mère lui avait donné à l'origine, qui bien sûr, comme nous le savons, est Gauthier. En 2006, Gauthier sortirait son 2e album sous le nom de Gauthier, un projet intitulé Drawing Blood. C'était une autre étape dans la bonne direction, et ce disque allait rencontrer un succès critique et commercial dans son pays d'adoption, l'Australie, où il a été élu meilleur album de l'année et a rapidement obtenu la certification platine. À la même époque, menaient de front 2 identités artistiques rattrapées Gauthier. En fait, il a confié à Stereogum en 2021 « J'ai trouvé cette double vie plutôt frustrante. J'ai passé le milieu de ma vingtaine à essayer de faire réussir mes 2 projets et de les faire coexister, ce qui est devenu de plus en plus difficile. Et au moment où Making Mirrors est sorti, The Basics était déjà en pause. En d'autres termes, il était temps pour Gauthier de devenir la plus grande star de la musique par lui-même. L'album Making Mirrors de Gauthier, sorti en 2011, fut son plus grand succès. Pendant 2 ans, Will Gauthier a travaillé sur l'album dans son studio installé dans la grange familiale.
Et avec la sortie de son premier single de cet album, Eyes Wide Open, eh bien, les gens allaient commencer à se rendre compte que quelque chose de spécial était en train de se préparer. Lorsqu'il a finalement sorti Somebody That I Used to Know en collaboration avec la chanteuse néo-zélandaise Cambra en juillet 2021, eh bien, l'industrie musicale a littéralement explosé. Après les recommandations d'Ashton Kutcher et Lily Allen sur Twitter, le monde entier a soudainement découvert son tube en même temps. Tout d'un coup, je n'étais pas là, mais je l'ai finalement trouvé. Disque de platine à plus de 12 reprises, plus de 8 millions d'exemplaires vendus, numéro 1 dans 18 pays différents à travers le monde. Eh bien, ce ne sont là que quelques-unes des distinctions que ce single allait accumuler en un rien de temps. Puis est arrivé le clip vidéo. Après avoir accidentellement divulgué la cassette via un site australien appelé Take 40, eh bien, la vidéo a été officiellement publiée à la fin du mois de juillet et elle a accumulé des millions de vues jusqu'à atteindre aujourd'hui plus d'1,8 milliard. Soudainement, Gotye est devenu l'un des artistes les plus célèbres au monde. Et pour lui, eh bien, cette expérience était vraiment étrange. Il a confié à Double J: « J'étais submergé par le succès, son ampleur, sa persistance, ainsi que par ce que je voyais comme un important retour de bâton. » Les gens disaient que cette chanson était diffusée partout. Je ne peux pas aller au centre commercial sans l'entendre. Que je la déteste ou que je l'aime, je ne veux plus l'entendre. Oui, comme souvent avec les grands tubes, il y a eu un retour de bâton contre Somebody That I Used to Know. Je me souviens aussi que c'est arrivé à CeeLo Green avec Crazy. C'est juste que la chanson finit par prendre une ampleur qu'il ne voulait pas. Maintenant, que ce soit la raison ou non, eh bien, Gotye allait mettre sa nouvelle célébrité entre parenthèses. L'immense popularité du morceau, eh bien, ça n'a pas forcément laissé présager qu'il y en aurait d'autres à venir. Après tout, Gotye n'a jamais été quelqu'un obsédé par les projecteurs, et la popularité mondiale n'allait pas changer tout ça. Pour la plupart des artistes, quand ils ont enfin un tube, ils sont impatients de profiter de ce succès. Mais Gotye, lui, c'était un autre genre. Par exemple, au lieu de monétiser son clip extrêmement populaire sur YouTube avec des publicités, il a décidé de ne pas le faire. Et cela leur a coûté jusqu'à 10 millions de dollars au passage. Au cours des mois suivants, il a également refusé les droits de licence pour une utilisation commerciale, tout en permettant aux étudiants des écoles de cinéma d'utiliser sa musique sans avoir à lui verser un centime. C'est exact, cette chanson est libre de droit. En fait, Gotye a même décidé de partager ses bénéfices du single à parts égales avec la succession de Louis Bonfa, dont Gotye sample l'œuvre Seville dans la chanson. Vous savez, la plupart des artistes, il faut généralement qu'on les poursuive en justice pour qu'ils acceptent de faire ce genre de choses. Je dis juste, encore une fois, Gotye, il est d'une autre trempe. Au cours de l'année, Gotye a finalement choisi de monétiser le clip de Somebody That I Used to Know et a trouvé de nouveaux projets qui lui tiennent à cœur. Lesquels sont-ils? Y a-t-il une chance qu'il s'agisse d'un nouvel album de Gotye? Ça tombe bien que vous posiez la question. On pourrait penser qu'après avoir créé l'un des albums et des singles les plus vendus de tous les temps, cela motiverait à retourner en studio pour sortir un nouveau tube. Mais ce n'est tout simplement pas son genre. En 2040, il avait annoncé dans une newsletter qu'il n'y aurait plus de musique de Gotye à l'avenir. Et tout le monde a pleuré à l'unisson. Cette même année, il avait lancé son propre label indépendant appelé Spirit Level, et il a sorti un album unique du groupe Muto. Au fil des ans, il a fait de ce lieu un foyer artistique accueillant des talents de Melbourne, Sydney, Vermont et Oslo. Il a également fait son retour triomphal dans son groupe d'origine, The Basics. Lui et ses acolytes de la première heure ont sorti de nombreux singles ces dernières années, dont des albums comme L'âge de l'entitlement en 2015. Un autre aspect clé de la vie de Gotye à cette époque est son amitié avec le pionnier de la musique électronique, Jean-Jacques Perrey. Maintenant, Perrey était le créateur de ce qu'on appelle l'andioline, un instrument de musique unique qui produit des sons synthétiques. À la mort de Jean-Jacques en 2016, Wouter a refusé de laisser disparaître l'héritage de son ami et a fondé l'Ondioline Orchestra, avec lequel il s'est plusieurs fois produit. Désolé si je prononce mal le nom, ce n'est pas évident. J'espère l'avoir bien dit. Passons à la suite. Maintenant, je sais ce que vous pensez tous, tout cela est très bien, mais qu'en est-il du nouvel album de Gotye? Eh bien, il est difficile de le savoir avec certitude, mais ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de demande pour cela. Bon sang, même plus de 10 ans après la sortie de Somebody That I Used to Know, d'autres artistes lui rendent encore hommage. Par exemple, Justin Bieber a repris la mélodie du single dans Hold On. Et le groupe de rock canadien 3 Days Grace, eh bien, ils ont sorti leur propre reprise en 2020, bon sang. Ces reprises sortent de plus en plus vite. Les gens pensent, j'aimais cette chanson l'an dernier, je vais en faire une reprise. Bref, cette même année, Somebody That I Used to Know est devenu 14 fois disque de platine, se vendant assez d'exemplaires pour atteindre le même niveau que le tube de Lil Nas X, Old Town Road.
Tout cela soulève la question. Y aura-t-il un autre album de Gotye? Eh bien, lorsqu'on lui a posé cette question, voici ce que Gotye a récemment déclaré à Stereogum. J'ai probablement eu trop de projets au fil des années, certains sont terminés, d'autres sont mis de côté et une énorme quantité reste inachevée et j'essaie juste de comprendre quoi et comment tout finir. Quelle est l'histoire et comment vais-je la raconter aux autres? On verra bien. Désolé les gars, mais pour quelqu'un d'aussi discret que Gotye, eh bien, je suppose que c'est le mieux qu'on puisse espérer. Cela dit, je pense que si vous lisez entre les lignes de cette déclaration, eh bien, il y a de bonnes chances qu'on ait de la nouvelle musique de Gotye, disons simplement, un jour. L'idée de la chanson, c'est qu'elle parle de personnes qui pensent qu'elles sont vraiment, vraiment sexy. Ce n'est pas à propos de moi. Les frères Fred et Richard Fairbrass, membres principaux du groupe, sont nés au début des années 50 dans le Grand Londres. À la fin de l'adolescence, ils ont déménagé à New York et tentaient de percer dans la musique. Richard, le frère cadet, a joué le bassiste dans un clip de David Bowie et il tournait avec des groupes comme Joy Division. Sur Instagram, ils ont posté de nombreuses photos rétro montrant les garçons avant de se raser la tête et, visiblement, de fréquenter la salle de sport. J'imagine que c'est à ça qu'ils ressemblaient en portant des chemises. Ils ont même une photo prise avec Mick Jagger, donc ils côtoyaient des gens vraiment importants. Ils étaient désespérés de percer dans la scène musicale. Les hommes. Ils ont travaillé à temps partiel dans la production vidéo et dans des salles de sport à New York dont la culture a inspiré leur futur hymne. Maintenant, les frères. Ils ont décidé de former un groupe et ont été parmi les premiers musiciens à travailler avec un ordinateur. Leur hymne, I'm Too Sexy, a été trouvé un soir en plaisantant. Mais cette fois, quelque chose semblait marcher. Au début, ils n'ont reçu aucun soutien des maisons de disques et ont déclaré cela à Rolling Stone. Nous avons présenté la chanson à plusieurs labels, mais tous ont refusé, assurant que ça ne marcherait pas. Nous pensions qu'ils se trompaient. Puis, au Red Bull Studio à Londres, la réceptionniste a entendu la chanson et nous a dit « Je pense que c'est un tube !» Si je pouvais passer ça à la radio, je voudrais le gérer. Elle n'avait que 18, 17 ans, une vraie gamine, mais vraiment culottée et pleine d'énergie. On lui a dit « Si tu peux nous faire passer à la radio, tu peux être notre manager et prendre 20%. » Et on serait content. Après la diffusion de I'm Too Sexy, ça a explosé mondialement. La chanson n'était pas encore sous licence ni associée à un label avant sa sortie. Du jour au lendemain, les garçons sont devenus des superstars mondiales. Ça a été un énorme succès au Royaume-Uni, restant 6 semaines deuxième des charts derrière Bryan Adams, Everything I Do It For You. Ensuite, il est resté 3 mois dans le top 10. La chanson est également arrivée numéro 1 dans 32 pays, y compris les États-Unis, où elle a dominé le classement Billboard Hot 100. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de jeunes qui réagissent aux clips vidéo, même sur YouTube. Et si quelqu'un se demande ou essaye de deviner si le chanteur principal est, eh bien, vous savez bien, Richard. Il s'identifie comme bisexuel. Il a déclaré au Métro en 2007 « Ma dernière relation était avec une fille, donc je suis entre les deux. Je ne me suis jamais décrit comme complètement gay. » Maintenant, pour ceux qui se posent la question, je vous informe simplement, je le dis juste, pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à cela. Il milite pour les droits des homosexuels et a pris la parole à Oxford. J'ai trouvé qu'entrer à Oxford était en fait beaucoup plus facile qu'on ne me l'avait dit. Je n'ai pas eu à casser vos fenêtres ni à forcer vos serrures ou quoi que ce soit. J'ai juste chanté quelques couplets de I'm Too Sexy au gaz à la porte et il m'a laissé entrer. Après I'm Too Sexy, le groupe a enchaîné avec son deuxième single, Don't Talk Just Kiss, qui a atteint la 3e place au Royaume-Uni. Deeply Deepy est resté numéro 1 au Royaume-Uni 3 semaines et numéro 8 dans les classements dance américains. Après tout ce succès et la notoriété du groupe, cela a commencé à s'estomper. Certains les voient comme un groupe à un seul tube, mais rassurez-vous, ils ont gagné beaucoup d'argent grâce à cette chanson. Maintenant, ils l'appellent leur poule aux œufs d'or, qui rapporte de plus en plus d'argent chaque année. Je pense que c'est un blanc de plomb, c'est un œuf d'or, un peu des deux. C'est encore tôt, mais c'est beaucoup d'argent, donc on aurait beaucoup de chance. Que dire? Il a dit que cela me rapporte énormément d'argent chaque année. Mais en même temps, on te traite aussi de stupide. En évoquant leur gain avec I'm Too Sexy, les garçons ont confié à Rolling Stone qu'un groupe indépendant sans moyens devait parfois atteindre ce niveau de succès. S'ils doivent une grosse somme à une grande maison de disques et passent 10 ans à la rembourser. Nous avons eu beaucoup de chance car tous nos gains étaient du bénéfice, car nous n'avions rien dépensé et nous n'avions pas d'argent au départ. Il est indéniable que la chanson a eu un impact sur des personnes de tous horizons. Je suis trop sexy est devenu un mème avant même que les mèmes n'existent. Et tout à coup, les gens disaient « Je suis trop sexy pour mon café » ou « Je suis trop sexy pour mon chat » ou « Je suis trop sexy pour ma maison » ou peu importe. Ils voulaient être trop sexy pour tout, maintenant. Ils ont reçu un clin d'œil lyrique de Jay-Z sur l'album The Blueprint en 2001 et c'était aussi dans les dialogues de la série À la Maison Blanche ainsi que sur la bande-son des Schtroumpfs.
C'était aussi dans des pubs pour tout, de JCPenney à Toyota, Camry et Raid, a dit Fred. Ils ont continué à tourner ces 30 dernières années grâce au succès de cette chanson. Je pense qu'ils ont sorti d'autres chansons ensuite et sûrement encore quelques fans fidèles. Bien que sur Instagram, ils n'affichent qu'environ 6000 abonnés, ils sont tout de même largement connus dans le monde entier. Ils savent aussi comment rester pertinents, avec de jeunes artistes qui samplent leurs hymnes. À propos de la référence ironique de Taylor Swift dans Look What You Made Me Do, les frères ont commenté ce qu'ils avaient à dire sur le fait qu'une artiste aussi célèbre que Taylor Swift leur fasse un clin d'œil. Nous recevoir son approbation et être présenté à sa base de fans, c'est incroyable. J'aime le cynisme des paroles de Look What You Made Me Do, car I'm Too Sexy l'est aussi. Je trouve qu'elle a bien saisi cet esprit. Quant au récent sample de Drake, Future et Young Thug, eh bien tout d'abord, les garçons ont été crédités. Donc encore une fois, ils vont être récompensés financièrement. De plus, une fois de plus, ils ont eu un impact sur la culture populaire. Maintenant, ils n'en ont pas parlé sur Instagram et Drake non plus sur l'échantillon. C'est le tube qui ressort le plus sur Certified Lover Boy pour moi. Ça m'a donné envie d'enlever mon t-shirt. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. Je l'ai fait pendant mon jogging. Et je suis sûr que tout le monde a quitté la vidéo, tout le monde a quitté la discussion de toute façon, n'est-ce pas? A dit Fred. Eh bien, ils étaient... en fait, ils sont plutôt accessibles. S'ils voient cette vidéo, je voudrais les inviter pour une interview. Vanilla Ice est né Robert Matthew Van Winkle dans la nuit d'Halloween en 1966 dans une banlieue du centre-ville de Dallas. Quant à son père, il n'a jamais fait partie de sa vie. Et en ce qui concerne ce malheureux nom de famille, eh bien, il lui a en fait été donné par l'homme à qui sa mère était mariée au moment de sa naissance. Techniquement, ce n'est pas vraiment son nom de famille, mais il l'a quand même adopté. Aïe, quel est ton vrai nom? Robert Van Winkle. Il y a un problème avec Winkle? À l'âge de 4 ans, le beau-père de Ice ne faisait plus partie de sa vie. Et au cours des 12 années suivantes, sa famille a déménagé à plusieurs reprises entre différents quartiers très variés. Nous parlons de Dallas, puis du comté de Dade, où le nouveau beau-père de Ice travaillait dans une concession Chevrolet à l'hiver 1987. Est-ce que Vanilla Ice? Il a été découvert dans un club du sud de Dallas appelé City Lights. C'était cette nuit-là, en 1987. DJ Floyd Earthquake Brown. Eh bien, il était à la cabine quand il a remarqué quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Un gamin blanc qui faisait du breakdance comme une superstar, à ce stade précoce de sa vie. Eh bien, Ice avait monté une troupe de danse et utilisait le nom Vanilla. Désormais, avec ses amis, il gagnait 40 $ par nuit pour faire du breakdance, du beatbox et du freestyle dans les centres commerciaux locaux. À ce moment-là, Vanilla avait déjà une réputation à Dallas, ayant gagné un concours régional de motocross et participé à de nombreux battles de rap lors de soirées. Ça, c'est pour le bon côté des choses. Du mauvais côté, eh bien, il a en fait survécu à une attaque violente où il a été poignardé 5 fois et a perdu près de 2 litres de sang. Cela a eu pour conséquence qu'il a dû passer plusieurs jours à l'hôpital. J'ai été poignardé 5 fois d'un coup. J'ai eu mon artère principale touchée juste ici, dans la jambe droite, à l'arrière de la jambe, dans la fesse droite, dans le dos, et on m'a entaillé la main juste là. Tu sais, c'est fou tout ça, mais on parle juste de ce qui a mené à la création de l'une des chansons les plus tristement célèbres de tous les temps. Maintenant, tout ça c'est dingue, mais on parle juste de ce qui a précédé. Parlons maintenant de la création de l'une des chansons les plus tristement célèbres de tous les temps. Si tu te souviens du DJ du City Lights que j'ai cité, il s'appelle Earthquake et joue un rôle clé dans l'histoire de Ice Baby. Alors qu'il travaillait dans un club avec le propriétaire, l'homme d'affaires chinois Tommy Kwan, il décida aussi de devenir manager de talent. Impressionné par les talents de danseur de Vanilla, Kwan a demandé à Earthquake de composer une chanson pour lui. Au départ, Earthquake ne voulait pas faire une chanson de rap pour un jeune blanc des banlieues. À l'époque, il était presque sans abri et dormait sur des canapés, conscient qu'il devait agir pour changer sa situation. Earthquake a suivi la tendance du sampling et a choisi le riff le plus évident qui lui venait à l'esprit. Pour un garçon blanc, il y avait Play That Funky Music de Wild Cherry. Tu sais, la chanson Play That Funky Music, White Boy. Le seul problème? Eh bien, ce morceau avait déjà été samplé 1 an plus tôt, sans grand succès. Alors Earthquake a continué à chercher et c'est là qu'il a déterré Under Pressure de Queen. Earthquake a passé les semaines suivantes à créer une boucle à partir de ce morceau, selon ses propres mots. Eh bien, quand il a fait écouter le morceau à Vanilla pour la première fois, eh bien, le jeune Robert est devenu fou. Mais quand Earthquake a dit à Vanilla qu'il devait finir le morceau, eh bien, Vanilla a apparemment rechigné. Furieux, Earthquake a demandé à Kwan de retirer le morceau. Et, eh bien, quelques mois plus tard, Earthquake conduisait sa voiture quand il a entendu une chanson à la radio connue sous le nom de Ice Baby.
Comme vous l'imaginez, la version de Vanilla sur la création de la chanson est maintenant assez différente. Il affirme avoir écrit les paroles en 1988 alors qu'il était sans argent et vivait chez sa mère, inspiré par un week-end à Miami. Voilà ce que dit Vanilla. Il a écrit la chanson en une demi-heure, en plein milieu de la nuit, et il admet que Earthquake lui avait envoyé tout un tas de pistes instrumentales, mais il n'a jamais vraiment dit au DJ qu'il en utiliserait un. Peu importe laquelle de ces histoires est vraie, le résultat final, c'est que Ice Baby est né après plusieurs mois de persévérance. Eh bien, Quan et Vanilla. Ils ont finalement obtenu une date de sortie pour son premier album intitulé Hooked, et ils l'ont sorti via Ichiban Records d'Atlanta. Mais à sa sortie, eh bien, Hooked, ça a fait un flop. Pendant 4 mois, le premier single Play That Funky Music n'a eu aucun succès et sans les réseaux sociaux pour aider un morceau à devenir viral. Eh bien, c'était une autre époque. Si la radio ignorait votre chanson, il ne restait presque aucune option. Au final, c'était vraiment une question de chance. C'est ce qui a fait de Vanilla Ice un nom connu de tous, dont on parle encore aujourd'hui. Un jour, un DJ nommé Darrell G de Columbus, en Géorgie, a découvert Ice Baby dans sa collection et il a décidé de la passer à l'antenne. À sa surprise, il a vite été submergé de demandes pour qu'il continue à passer ce morceau. Dans les 2 mois suivants, Ice, il allait vendre environ 48 000 exemplaires de son album, faisant de lui une figure à succès de l'underground. Mais la folie n'a vraiment commencé que lorsque Quan a déboursé encore 8 000 $ pour ce qui est aujourd'hui le clip musical devenu emblématique. Des maisons comme Atlantic Records et Def Jam lui ont rapidement fait des offres. Il était sur le point de signer avec Def Jam quand SBK Records est arrivé avec un chèque d'1 500 000 $. Avec le soutien d'une grande maison de disques, l'album a été renommé To The Extreme et réédité. Il s'est immédiatement vendu à plus de 15 millions d'exemplaires, plus rapidement que n'importe quel album depuis Purple Rain de Prince, sorti 6 ans plus tôt. Et tout d'un coup, Vanilla Ice était partout, je veux dire. Il y avait des poupées Vanilla Ice, il y avait une autobiographie écrite par un nègre littéraire. Il faisait la promotion croisée avec les Tortues Ninja adolescentes pour leur film, et il avait son propre film, Vanilla Ice. Ce gars était partout. À 23 ans, Vanilla était déjà le plus grand rappeur du monde. Ce gars est même sorti avec Madonna, mais ni cela ni sa carrière n'allait durer. Pour être honnête avec vous, Vanilla Ice n'a eu qu'une semaine pour profiter de sa place de plus grand rappeur du monde. À la fin de cette semaine-là, un article en première page est paru dans le Dallas Morning News, affirmant que la biographie de Ice avait été inventée, que ses origines à Dallas avaient été totalement passées sous silence. Et ils se sont concentrés sur ses liens avec Miami. Mais le pire, c'est qu'ils ont révélé ce nom officiel affreux, Van Winkle, en y repensant. Aujourd'hui, quand on considère le genre de scandale dans lesquels on surprend souvent les artistes, tout cela paraît plutôt risible. Mais les choses ont empiré quand Queen, David Bowie et leurs éditeurs ont décidé qu'il était temps de prendre leurs 85% de royalties sur Ice Baby. En un peu plus d'une semaine, Vanilla Ice est passé de future star à risée du show business. C'est alors que Jim Carrey intervient avec sa parodie dans In Living Color. Jim Carrey a tellement bien réussi à tourner en dérision le personnage de Vanilla Ice que, dès ce moment-là, plus personne ne pouvait considérer Ice Baby et Vanilla Ice comme autre chose qu'une blague. En gros, il était comme les Island Boys d'il y a 30 ans. À l'été 91, Vanilla Ice fut remplacé par Marky Mark, devenu le nouveau garçon blanc le plus populaire du rap. Réalisant que son heure était passée, eh bien, Vanilla Ice a fait une pause de quelques années avant de revenir avec son deuxième album studio, Mind Blown. Inutile de dire que, eh bien, l'album n'a pas tenu la promesse de son titre. Puis est arrivé Hard to Swallow en 98, où Vanilla a essayé de se réinventer en rappeur hardcore de style gangster. Inutile de dire que, eh bien, les gens étaient ravis de cela. Ensuite, durant les 10 années suivantes, Vanilla sortirait Bipolar, Platinum Underground et WTF. Aucun de ces albums n'est même entré dans les classements. Bien que sa carrière de rappeur soit effectivement terminée, eh bien, cela pourrait vous surprendre d'apprendre que certains des plus grands noms du rap considèrent Vanilla comme l'un des meilleurs. Par exemple, alors que la popularité de Vanilla déclinait au début des années 90, Tupac Shakur, qui était fan, a déclaré au Ringer « Nous avons joué ensemble lors de nos premiers concerts avec Digital Underground ». Tupac était l'un des plus grands soutiens de Vanilla Ice que j'ai jamais vu. Il m'a donné un super conseil. Garde la tête haute, ne laisse pas les rageux te rabaisser, continue ce que tu fais et ne te concentre pas sur ceux qui ne pèsent pas tes factures. Des décennies plus tard, en 2080, eh bien, Nipsey Hussle a été interrogé sur Ice Baby et il a fait écho à la vie de Tupac. J'adorais cette chanson enfant. Honnêtement, K n'aime pas Vanilla Ice, mais qui ne connaît pas Ice Baby, un classique.
On faisait même la danse, tu vois. Quant à Suge Knight, eh bien, il y a cette rumeur selon laquelle Suge Knight et son entourage auraient suspendu Van Winkle par les pieds au-dessus du bord d'un gratte-ciel, exigeant des royalties pour son tube. Et Vanilla Ice, il en a effectivement parlé avec ABC News. Un garde du corps s'est levé, ils ont bousculé mon entourage. Suge m'a emmené sur le balcon pour me parler. Sur le balcon, très haut, genre au 15e étage. Il m'a fait regarder par-dessus le bord. Il m'a montré à quelle hauteur j'étais là-haut. Tu avais peur? Ce jour-là, il m'aurait fallu une couche. J'avais très peur. Alors maintenant qu'on a parlé de son ascension, que fait Vanilla Ice aujourd'hui? Je veux dire, à part faire des tournées et continuer à tirer profit de son single légendaire. Il a été marié 2 fois et il a au moins 3 enfants. Aujourd'hui, il se porte bien financièrement grâce à des investissements judicieux dans l'achat et la revente de biens immobiliers avec l'argent restant de Ice Ice Baby. Il en a ensuite profité en créant le Vanilla Ice Project, une émission de télé-réalité qui a été diffusée pendant 9 ans sur la chaîne DIY. Il est également apparu de temps en temps dans d'autres films et projets télévisés comme The Surreal Life, il y a eu That's My Boy, The Ridiculous Six et Dancing with the Stars. De nos jours, il est le PDG de Vanilla Ice Real Estate et le créateur de Vanilla Ice Lightning. C'est une collection de lustres, une entreprise qu'il a lancée en 2013. Quelqu'un doit bien les vendre, alors autant que ce soit lui. Les cristaux de glace, c'est logique. Et on a créé des luminaires vraiment cool, funky et géniaux qui, se sont vraiment imposés. Si tu veux ajouter du bling, jette un œil à la gamme d'éclairage Vanilla Ice. De nos jours, Vanilla Ice Book informe ses fans de ses activités sur les réseaux sociaux. Et il a même récemment lancé des pics aux Iceland Boys avec une légende pour cette vidéo qui disait « Oui, je suis plié de rire. Qui démarre la voiture dans le garage à moins de vouloir se suicider? LOL. Pour moi, c'est hilarant. » Que Vanilla Ice s'en prenne aux Iceland Boys, ça rend cette vidéo parfaitement cohérente. Je veux dire, tout le monde s'est moqué de lui. Et là, 30 ans plus tard, il ne peut pas s'empêcher de se moquer d'eux à son tour. Ça veut dire qu'ils sont vraiment mauvais. Quoi qu'il en soit, il a aussi récemment collaboré avec des artistes comme Kodak Black sur un morceau intitulé All the Way. Vanilla Ice a vraiment connu des hauts et des bas au fil des années. Mais pour ce qui va se passer ensuite, eh bien, j'imagine que c'est une histoire pour une autre fois. Après tout, c'est là où ils en sont maintenant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Il me semble qu'en 2016, j'ai réalisé un épisode de After They Were Famous sur Vanilla Ice. Et c'est drôle, tu sais, ça fait déjà 5 ans et les gens parlent encore de lui. Et il continue de faire son truc. Et il s'en est vraiment bien sorti. Évidemment, Eminem est arrivé environ une décennie plus tard et a fait les choses de la bonne manière. Eminem a appris de Vanilla Ice ce qu'il ne fallait pas faire. Ainsi, lors de la sortie de 8 Mile, il avait déjà bien avancé sa carrière, pas dès ses débuts. Bref, les gars, voilà ce que j'en pense. J'arrive pas à croire qu'il est sorti avec Madonna. Genre, il a vraiment atteint les sommets, puis il est tombé de tout aussi haut. Quel parcours de fou. Histoire intéressante. Beaucoup de gens peuvent en tirer des leçons. Et je pense qu'au final, tout le monde pense que c'est un mec génial. Psy est né Park Jae-sung le 31 décembre 1977 à Séoul, en Corée du Sud. Fils d'un homme d'affaires prospère, Psy a grandi dans le quartier huppé de Séoul appelé Gangnam, qui se trouve juste au sud du fleuve Han. C'est en quelque sorte le Beverly Hills de la Corée. Psy a un jour déclaré à CNN que les personnes qui viennent réellement de Gangnam ne le proclament jamais. Ce sont seulement les imposteurs et les prétentieux qui se donnent des airs et disent qu'ils sont Gangnam Style. Adolescent, Psy s'est d'abord intéressé à la musique, mais avant qu'il ne puisse approfondir cette passion, il a été envoyé aux États-Unis en 1996 pour suivre les traces de son père. Une fois sur place, il a étudié l'anglais et a commencé des études de commerce à l'Université de Boston en 1997. C'est avoué lui-même être indifférent à ses études à l'étranger. Et après un semestre à l'Université de Boston, il a été transféré au Berklee College of Music, qu'il abandonnerait également avant d'obtenir son diplôme. Il est revenu en Corée du Sud en 2000 pour lancer sa carrière musicale sous le nom de Psy. Cela faisait allusion à sa manière de se voir comme un peu psychopathe. Il a fait ses débuts en 2001 avec l'album Psy from the Psycho World. Eh bien, rien que le titre de cet album, c'est déjà quelque chose. Après avoir lancé sa carrière en tant qu'artiste hip-hop controversé et satirique, Psy a été arrêté et brièvement détenu pour possession de marijuana peu de temps avant la sortie de son deuxième album. En raison de sa réputation de mauvais garçon et du contenu jugé inapproprié de l'album, Chip 2 a été réservé à la vente aux adultes. Dans chaque pays, il y a tellement de Coréens là-bas, ils ressentent une certaine fierté à mon égard. Honnêtement, je n'étais pas ce genre d'artiste. J'étais en quelque sorte notoire en Corée et j'étais un peu le dur à cuire, tu vois. Désolé pour ce langage.
De 2003 à 2005, Psy a effectué son service militaire national obligatoire et après sa libération, il a sorti Cheap House en 2006 et a commencé à gagner en popularité grâce à ses apparitions à la télévision sud-coréenne et dans des talk-shows. Mais peu après, les autorités ont estimé que Psy, ayant donné des concerts et été à la télévision durant son service militaire, avait négligé ses devoirs et a dû effectuer une nouvelle période de service. Cette fois, de décembre 2007 à juillet 2009. Une fois cette période terminée, Psy a signé avec l'une des plus grandes agences de talent de Corée du Sud, YG Entertainment. En juillet 2012, il sortait son 6e album studio, Psy 6 Part 1, qui contenait le single qui allait tout changer pour Psy. De Gangnam. Donc tu as vraiment mis Gangnam sur la carte. D'habitude, quand les gens parlent de Gangnam Style en Corée, il faut être beau, joli, blabla, blabla. Donc je ne suis pas si beau, je le sais. Donc si je continue à dire que je suis Gangnam Style, tu sais, c'est un peu un retournement. Pour nous maintenant, pour le monde, tu es Gangnam Style. Et Psy a eu un impact gigantesque sur la culture pop dans le monde entier, atteignant le sommet des classements musicaux dans plus de 30 pays. Un porte-parole de YouTube a confié à NME « Nous n'imaginions pas que le nombre de vues d'une vidéo dépasserait la valeur maximale d'un entier sur 32 bits, mais c'était avant Psy. Gangnam Style a eu tant de vues qu'une mise à niveau est nécessaire. La chanson a presque fait exploser Interne et Gangnam Style est devenue, presque par hasard, la chanson asiatique la plus populaire de tous les temps. Psy avait découvert le secret du succès en Amérique du Nord, que le marché asiatique cherchait depuis des décennies. Bernie Cho, président de l'agence coréenne d'exportation de musique numérique DFSB Collective, a déclaré à Pitchport qu'il avait prouvé qu'un artiste coréen n'avait pas besoin d'être jeune, beau et mince pour devenir une star mondiale de la K-pop. Il a aussi prouvé qu'un tube mondial n'exigeait pas de chanter entièrement en anglais. Après avoir accompli plus que la plupart des artistes internationaux, Psy était prêt à devenir un phénomène encore plus grand. Alors pourquoi cela n'a-t-il pas eu lieu? Eh bien, cela se résume probablement à quelques raisons différentes. Tout d'abord, les chansons suivantes de Psy comme Gentleman et Hangover, qui comportaient même la participation de nul autre que Snoop Dogg, bien qu'elles aient eu du succès, n'ont jamais vraiment eu l'impact de Gangnam Style. Par ailleurs, il y a eu une controverse malheureuse lorsque certaines personnes ont retrouvé une des anciennes chansons de Psy intitulée Dear America, dans laquelle l'artiste disait du mal des États-Unis, allant même jusqu'à évoquer le fait de tuer des Yankees. Suite au scandale, Psy a présenté ses excuses, expliquant que ses propos étaient une réaction émotionnelle à la guerre en Irak et à la mort de 2 jeunes filles coréennes tuées par un véhicule militaire américain. Peu importe la raison, cette chanson a été mal reçue par le public américain. Après avoir mis la Corée du Sud sous les projecteurs mondiaux, Psy est rentré au pays et est devenu ambassadeur du tourisme en 2013. Fait amusant, il a repris ce poste à Kenny G. Mais pourquoi Kenny G était-il ambassadeur du tourisme pour la Corée du Sud? Je ne vais pas mentir, je n'en ai aucune idée et je doute que Kenny G le sache non plus, mais qui dit non à un cachet? Quoi qu'il en soit, passons à la suite. Cette opportunité permit à PSI d'accéder à d'autres affaires dans son pays, comme devenir ambassadeur d'Asiana Airlines la même année. Bonjour à tous. Je suis le bel ambassadeur du magnifique chanteur PSI. Ravi de vous rencontrer. En décembre 2015, PSI a enfin sorti son 7e album studio après avoir ressenti, selon les rumeurs, une immense pression pour créer un projet aussi réussi que le précédent. Inutile de dire que cela n'est pas arrivé, mais l'album a été bien accueilli financièrement. Plus tard cette année-là, PSI a conquis le marché chinois, comme en Amérique du Nord, grâce à son association avec le pianiste Lang et à plusieurs collaborations à succès, produisant une série de numéros 1. Après tout, cette même année, le tube de PSI a été détrôné par See You Again de Wiz Khalifa et Charlie Puth comme la vidéo la plus regardée sur YouTube. En évoquant cette période, PSI a affirmé « Gangnam Style m'a rendu célèbre ». En tant que créateur, il y a eu des moments difficiles, comme lorsque vous organisez une fête, il faut un certain temps pour que l'excitation retombe une fois que c'est terminé. Je pense qu'il m'a fallu un certain temps pour que cette exaltation s'estompe. Bien sûr, cela ne veut pas dire que ses ambitions se sont calmées pour autant. Il a déclaré plus tard à Billboard « J'ai un rêve, c'est qu'un jour mes clips soient connus comme les films de Jim Carrey ou comme les films de Jackie Chan dans l'industrie du clip musical ». En 2018, PSI s'est séparé de YG Entertainment et a créé son propre label appelé P-Nation en 2019, signant des artistes prometteurs et très en vue comme Jessie. Une gagnante coréano-américaine d'Idol ayant grandi dans le New Jersey, dont le single Gucci de 2017 a dépassé 18 millions de vues sur YouTube. C'est une vraie star là-bas. Il nous a fallu un certain temps pour nous comprendre au niveau du style. Oui, parce que pour lui, c'était la première fois qu'il était patron. Ça a pris du temps. Maintenant, on en est à un point où on commence vraiment à y arriver.
Au moment où Psy a lancé son label, son ancien label, YG Entertainment, a été impliqué dans un vaste scandale de réseaux de prostitution et d'autres infractions. Psy a aussi été impliqué à cause de ses liens avec l'entreprise. Bien que Psy ait reconnu avoir présenté certaines personnes sous enquête au fondateur de YG Entertainment, il a nié toute autre implication dans les services de prostitution et n'a jamais été accusé d'aucun crime. En raison des scandales liés à la drogue, YG Entertainment subit de fortes critiques du public. Bien que la dirigeante de l'agence ait démissionné, le sentiment négatif envers YG Entertainment ne cesse de croître et même une pétition a été soumise au bureau présidentiel, exhortant le gouvernement à interdire aux célébrités concernées de poursuivre leur carrière. Récemment, Psy a dévoilé de nouveaux pas de danse sur Instagram, mais ses fans ont surtout remarqué son apparence différente dans la vidéo. Comme souvent sur Internet, certains félicitent l'homme pour sa perte de poids, d'autres s'inquiètent pour sa santé. Franchement, on n'arrive plus à se mettre d'accord aujourd'hui. Silento, de son vrai nom, Richard Lamar Hawk, est né le 22 janvier 1998, originaire de Stone Mountain, Géorgie. Il s'appelait Ricky dans sa jeunesse avant de prendre le nom de Silento quand il s'est mis à produire de la musique à l'adolescence. Incroyable mais vrai, la première chanson de Silento l'a rendu star international. Watch Me Whip a été produite par Bolo le producteur et publiée sur SoundCloud au début de l'année 2015 où elle a rapidement dépassé les 100 000 écoutes. Cette première chanson, et elle devient virale comme ça, genre j'en suis. J'étais à l'école, je chantais et je rappais tous les jours. Et tout le monde me disait « Continue, refais-le, je veux te voir le faire ». Alors j'ai continué. Et à l'origine, j'ai enregistré une petite vidéo où je disais quelque chose de totalement différent. Tu te souviens de ce que tu disais à ce moment-là? Maintenant, regarde-moi faire quoi? Maintenant, regarde-moi faire le naï-naï. Des dirigeants de Capitol Records ont approché Silento pour lui proposer un contrat grâce à leur soutien. Silento a créé un clip vidéo qui a été publié sur YouTube en juin de cette année-là, alors qu'il n'avait que 17 ans. Au cours de cette semaine, le clip vidéo a accumulé plus de 2,5 millions de vues rien que sur YouTube. Obtenir 3 millions de vues au lycée, wow, toutes les filles. La chanson a atteint la 3e place du Billboard Hot 100 américain cet été-là. Silento a chanté avec la distribution de Blackish aux BET Awards. Silento a encore travaillé quelques années avant de sortir son premier album, Fresh Out of High School, en 2018 alors qu'il avait déjà 20 ans et n'était plus vraiment fraîchement sorti du lycée. Mais après ce projet au titre curieux, les choses ont commencé à mal tourner dans son histoire. En 2019, Silento a participé à The Doctors pour évoquer ses problèmes de santé mentale et de dépression, selon lui jamais diagnostiqués correctement. Silento lui a dit que même avant le succès monumental de Watch Me, il luttait déjà avec sa santé mentale en disant « J'ai combattu des démons toute ma vie. Je suis né avec de la weed, de la coke, des pilules d'héroïne, toutes sortes de drogues dans mon organisme. J'ai vu des membres de ma famille parler au mur. J'ai vu des membres de ma famille se battre. J'ai vu des membres de ma famille essayer de s'entretuer. Personne ne devrait voir cela. Cette apparition effrayante et révélatrice montrait déjà que tout n'allait pas chez cette jeune superstar talentueuse. Puis en 2020, les choses ont continué à empirer. En août de cette année-là, il a été arrêté 2 fois en 2 jours consécutifs. Le premier incident a eu lieu après un appel à la police de Santa Ana pour une dispute domestique. Peu de détails sont connus sur cet incident, notamment sur l'identité de la petite amie de Silento, mais il a été placé en garde à vue pour violence envers une conjointe. Le jour suivant, les choses ont empiré. Silento a été arrêté pour s'être introduit dans une maison non verrouillée et avoir attaqué 2 inconnus avec une clé à cliquet. Heureusement, l'une des victimes a réussi à arracher l'arme des mains de Silento avant qu'il ne puisse vraiment blesser quelqu'un. Silento a finalement été libéré sous caution après cette attaque, mais les poursuites pour cette affaire sont toujours en cours. Cela ne l'a pas empêché d'être de nouveau arrêté en octobre 2020, intercepté pour avoir roulé à 230 km/h sur l'Interstate 85. Ne me dis pas comment faire mon travail, mais j'ai déjà vécu ça. Tu roulais à 230 km/h. D'accord, donc ça te donne le droit de rouler à 230 km/h. Je ne roule pas à 100. Selon les agents, Silento a affirmé être suivi par une dizaine de voitures et pouvoir rouler à 230 km/h car il n'est pas ordinaire, ajoutant « Vérifiez sur votre ordinateur, il vous le dira ». Je veux dire, 10 voitures me suivent. Je roule à 290, mais j'ai l'impression que les flics n'ont pas suivi son conseil et l'ont arrêté quand même. Malgré ses antécédents récents, Silento a de nouveau été libéré sous caution le jour même de son arrestation. Pendant tout ce processus de chute libre sous nos yeux, Silento a également continué à sortir de la musique. Des albums comme Straight Out of High School 2 et Skyro Lyrics n'ont pas trouvé leur public ni eu l'impact de son premier single. Au lieu de cela, les choses n'ont fait qu'empirer pour Silento dans sa vie privée.
Une fuite accidentelle de photos très privées sur Twitter a poussé ses anciens fans à se moquer davantage de lui. C'était avant qu'il demande à ses abonnés de lui envoyer de l'argent via Cash App contre selfies, vidéos et dédicaces. C'est un signe assez clair dans le monde de la création de contenu que tout ne va pas aussi bien que ça dans sa carrière, professionnellement parlant. Finalement, en janvier 2021, tout s'est effondré. Ce jour-là, Frederick Rooks, 34 ans, cousin de Silento, a été retrouvé abattu dans la rue devant chez lui en Géorgie. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont commencé à reconstituer les faits avec l'aide des images de vidéosurveillance et se sont rendus compte que c'était Silento qui avait appuyé sur la gâchette. La police indique que Frederick Rooks a été retrouvé dans la rue avec plusieurs blessures par balle. Selon le rapport de police, des images de caméras de sonnette de plusieurs maisons montraient des voitures quittant rapidement la zone et ont enregistré un coup de feu. Les enquêteurs cherchent encore un mobile. Les raisons de l'attaque restent inconnues à ce stade. Si vous avez suivi cette histoire, je pense qu'on peut dire sans risque que Silento n'a pas vraiment été dans un état d'esprit sain depuis un bon moment, peut-être même jamais. La seule réaction du camp du rappeur fut une déclaration de sa publiciste Chanel Hudson qui a demandé sur Instagram de prier pour Silento. Contrairement à ce qui s'est passé auparavant, Silento ne sera pas libéré sous caution cette fois-ci. Un juge lui a refusé cette possibilité, estimant que son comportement récent suggère qu'il pourrait bien représenter un danger pour sa communauté. Silento a contesté cette décision, affirmant avoir aussi beaucoup aidé sa communauté et des associations caritatives locales. Mais le juge estime toujours qu'il représente un risque trop important pour la sécurité publique pour être libéré. Je veux dire, une fois que vous entrez dans la maison d'un inconnu avec une hache, on peut dire sans trop se tromper que vous êtes un danger, peut-être même pour vous-même. J'espère vraiment qu'il recevra l'aide dont il a besoin. Même en prison, la santé mentale est quelque chose de très sérieux, donc nous espérons le meilleur. Commençons par passer rapidement en revue comment Designer en est arrivé là où il est aujourd'hui. Sidney Royal Selby III est né le 3 mai 1997 à Brooklyn, New York. Il a grandi dans les logements sociaux Louis Armstrong dans la difficulté, mais la musique était en lui. Son grand-père, Sidney Selby Point, était un musicien de blues appelé Guitar Crusher. Designer a commencé à chanter dans la chorale de son école et de son église, mais c'est à l'âge de 14 ans que tout allait changer pour lui. Designer rappait pour s'amuser avec ses amis, mais il n'avait pas encore décidé d'en faire sérieusement une carrière. Il a confié à Snoop Dogg dans une interview qu'à 14 ans, après avoir fumé de l'herbe avec ses amis et rappé pour eux, il a envisagé le suicide. Alors, je suis rentré chez moi, mec. J'ai dit, c'est fini, je vais me tuer. Dès que j'ai dit ça, j'ai eu une peur bleue, frère, car je venais de le dire. La même année, il a été blessé par balle. Et tout cela l'a amené à prendre le rap au sérieux et à devenir une force positive dans le monde. Et c'est en 2015 que ce fut son année de révélation après avoir sorti quelques morceaux sur SoundCloud, dont l'un était Panda, le 5 décembre 2015. La chanson est parvenue à Kanye West, qui a repris l'instrumental et le refrain pour Part 2 sur Life of Pablo en 2016. Designer a signé avec le label Good Music de Kanye West et il a accédé à une nouvelle célébrité. Bientôt après, Designer a été sous les projecteurs et sa chanson Panda a atteint la première place du Billboard Hot 100. À son arrivée, beaucoup l'ont comparé à Future. Et en plus de ça, beaucoup de gens pensaient vraiment que c'était Future qui rappait sur Panda. Je me souviens que lorsque j'ai écouté l'album de Kanye pour la première fois, je me suis dit « Oh wow, il y a un refrain de Future qui déchire ». Une vidéo montrait Future écoutant Panda pour la première fois, visiblement surpris, se demandant s'il avait lui-même fait la chanson en étant trop défoncé pour s'en souvenir. Mais vite, le monde a vu que Designer était l'une des personnalités les plus électrisantes jamais rencontrées. Ce gars débordait d'énergie dès qu'il était filmé. Contrairement aux mecs de fraternité qui s'ambiancent en descendant une bière cul sec dès que quelqu'un ouvre Snapchat devant eux en soirée, là, c'était vraiment autre chose. Que se passe-t-il ici? Sérieusement? La plupart des gens assemblent une tenue. Toi, tu composes une symph. Tu sais comment c'est, bébé. Très vite, il est devenu difficile de détester ce gamin de New York. Sa ressemblance avec Future était indéniable, mais il avait aussi quelque chose d'unique. Plus tard cette année-là, il figure sur la couverture des Nouveaux Talents XXL 2016 avec des poids lourds comme Kodak Black, Lil Uzi, Lil Dicky, Anderson .Paak, 21 Savage, Denzel Curry, Dave East, G Herbo et Lil Yachty. Et même s'il était l'un des visages les plus reconnaissables sur la couverture à l'époque, sa trajectoire de carrière n'a pas suivi la même voie que certains de ses pairs présents sur la couverture. Son freestyle XXL de Rookie a fait claquer des doigts tous et chanter le refrain entraînant de Timmy Turner, même si personne ne connaissait vraiment les paroles. Mais la version a cappella a surpris, révélant le talent de Designer pour la mélodie et une voix chantée méconnue. La vidéo compte actuellement près de 14 millions de vues sur YouTube, ce qui en fait la plus regardée de tous les freestyles de cette année-là.
Si je ne me trompe pas, c'est plus que tout autre freestyle solo réalisé par un membre des Nouveaux Talents, toutes années confondues. Quelqu'un peut vérifier pour confirmer. Alors que les fans attendèrent la suite de Panda, l'impatience grandissait et beaucoup pensaient que Timmy Turner serait aussi un hit. Finalement, nous avons eu Timmy Turner en entier, mais il n'a atteint que la 34e place dans les classements Billboard. Évidemment, c'est quand même plutôt bien. Il aurait été difficile d'égaler le succès de son premier single, mais la chanson n'a pas convaincu. Pour moi, elle manquait l'impact du freestyle avec les claquements de doigts. Kanye est même participé au remix pour essayer de lui donner un coup de boost et de la faire exploser, mais ça n'a pas permis à la chanson d'atteindre le niveau supérieur comme il l'espérait. Designer a aussi figuré sur le titre collaboratif de Good Music, Champions, avec Gucci, Big Sean, 2 Chainz, Travis Scott, Yo Gotti et Quavo. La chanson a atteint la 71e place au Billboard. Ensuite, Mike Dean a annoncé qu'il serait le producteur exécutif du premier album officiel de Designer, qui devait s'intituler Life of Designer. Avant d'entendre une chanson de cet album, Designer a publié sa première mixtape, New English, qui n'a pas eu de bonnes critiques ni de single marquant. Eh bien, à part Panda, il a tout de même fait quelques apparitions mémorables en tant qu'invité, notamment sur le remix de la chanson Mic Drop de BTS avec Steve Aoki. Mais après cela, il semblait que Designer s'était fait discret. Designer est réapparu, sortant 5 singles en 2017 dont Outlet, Thank God, I Got It, Holy Ghost, Life et Up. Je suppose que ça faisait 5 singles, pas 4. Personnellement, j'adorais Up et je l'avais dans ma playlist d'été cette année-là, mais aucune n'a vraiment marché dans les classements. Il a annoncé que son premier album sortirait à minuit le 4 mai 2018, mais l'album n'est jamais sorti. Et 2018 a été une année difficile à tous les niveaux pour Designer. Il a eu des ennuis avec la justice après qu'une vidéo de lui nu dans les rues de New York a fait surface. Nous avons eu de ces nouvelles avec la sortie de Life of Designer, publié comme un EP de 7 titres au lieu d'un album, et il dit que ce n'est pas encore son vrai premier album officiel. Eh bien, les gens veulent savoir si Designer est encore chez Good Music. Il a exprimé des sentiments négatifs envers son label et son patron, Kanye West, affirmant que personne ne l'aidait là-bas. Il a même traité Ye de fou, un geste qui ne risquait pas de lui apporter de l'aide s'il n'en recevait déjà pas au départ. Personne ne fait ce genre de truc quand tu es signé chez Kanye West, le plus grand du monde. Vous pensez tous que c'est un génie. Moi, je pense juste que tout ça, eh bien, pour moi, regardez, c'est fou. Selon mes recherches sur Google, il ne semble pas être parmi les artistes signés. Cependant, le site officiel de Good Music n'affiche qu'une horloge, donc c'est difficile à vérifier. Il ne semble pas que lui et Kanye soient, sans jeu de mots, en bons termes. Alors, où est Designer maintenant? Ne vous méprenez pas. Designer continue toujours de faire de l'argent. Il donne des concerts à l'étranger et s'est récemment produit devant 40 000 personnes en Serbie. Designer a dit que cette année, vous allez entendre Designer, et c'était un message du Nouvel An, mais on n'a pas encore entendu grand-chose. Cependant, Designer ne ralentit pas en musique. Il y a 2 semaines, il a publié une photo en studio avec la légende Sa Boss. Nous n'avons toujours pas entendu Life of Designer, l'album complet, ni même si cet album existe encore. On entend souvent qu'un album évolue avec le temps, donc l'EP constituait peut-être l'essentiel de l'album et il prépare désormais de nouvelles musiques. Sa bio Instagram indique bien qu'il est en mode album, et nul autre que Jake Paul affirme avoir entendu une chanson et dit qu'elle était incroyable. Et si je dois me tourner vers quelqu'un pour mes analyses musicales, c'est généralement Jake Paul. Album bientôt. J'ai entendu une chanson. Sous-estime-le, sous-estime-le. Il a récemment fêté ses 22 ans avec Jake Paul à la maison Team 10 à Los Angeles. Famous Dex et Ray Shremmerd étaient présents. Même si les choses ne se sont pas très bien terminées là-bas, car il y a eu des accusations selon lesquelles des adolescentes auraient été droguées lors de la fête. Donc, espérons que toutes les personnes impliquées dans cette situation vont bien. Mais plus que tout, Panda continue de rapporter de l'argent à Designer. Kevin Hart, alias Chocolate Dropa, a récemment repris la chanson pour Comme des bêtes 2, et j'imagine qu'un film d'animation rapporte plutôt bien. Et la vie de Designer a toujours l'air plutôt bonne puisqu'il descend de ses Ferrari et se détend dans son manoir. En plus, il continue d'aider les enfants de sa communauté et de redonner. Cet élève de 5e n'est que le premier d'une longue série à être surpris. Les meilleurs moments. Tout ce qui m'est arrivé enfant à Brooklyn était incroyable. Tu vois ces jours où tu traînes, te détends avec tes potes et vas chercher un sandwich. Allons-nous bientôt voir un nouvel album de Designer? On dirait qu'il y en a un qui arrive, mais encore une fois, c'est difficile de le croire sur parole après tant de retard. Arizona Zervasi est né le 19 avril 1995 à Hagerstown, dans le Maryland, la 6e plus grande ville de l'État. Maintenant, mon équipe de chercheurs chevronnés a même réussi à dénicher cette image exclusive d'Arizona quand il était bébé.
D'accord, oui, ça venait de son profil Twitter, donc ce n'était ni exclusif, ni vraiment une vraie photo. Mais ce gars reste un peu mystérieux. Donc, on va juste utiliser tout ce qu'on peut pour que cette vidéo fonctionne. Arizona a grandi en étant ami avec le youtubeur populaire Evan Ekinroad, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Dwarf Mamba. J'ai découvert cette anecdote en regardant un vlog de Logan Paul. J'en regarde souvent. Beaucoup pensent qu'on n'y apprend rien, mais regardez ce que j'ai trouvé. Evan et Arizona sont amis depuis le lycée dans le Maryland et sont restés proches à Los Angeles. Ironiquement, Arizona a rencontré sa petite amie Lydia chez nous lors d'une fête. Arizona et Evan ont fréquenté le même lycée, Smithsburg, mentionné dans ma vidéo avant qu'il ne soit célèbre, sur Evan. Voici un extrait de cette vidéo. Pour le lycée, Evan a fréquenté le lycée Smithsburg, et d'après ce que j'ai pu voir, ce gars avait beaucoup de succès auprès des filles. Sérieusement, regardez la bombe qu'il a emmenée au bal, et le voilà en train de conclure. À ce moment de l'histoire, les choses se compliquent. Le père d'Arizona est mort quand Arizona n'avait que 14 ans, ce qui a profondément marqué sa vie. Il est devenu, ce qui est compréhensible, déprimé et abattu. Il a perdu le goût des choses qui le rendaient heureux auparavant. Il s'est éloigné de ses amis et de sa famille parce qu'il craignait que sa tristesse ne soit un fardeau pour les autres. Mais pendant cette période, il a aussi découvert la musique et cela l'a ramené vers la lumière. Il a appris à gérer sa tristesse et à adopter une attitude plus positive envers la vie. Avec sa nouvelle motivation et sa passion, il a sorti sa première chanson en ligne alors qu'il n'était qu'en première au lycée et elle s'est répandue sur internet comme une traînée de poudre. Sans s'en apercevoir, il était devenu un inconnu dans la scène musicale underground du Maryland et sur internet. Il a sorti son premier morceau, Don't Hit My Line, au début de 2016 et cette année-là, il s'était fixé plusieurs objectifs et à la fin de l'année, eh bien, il les avait tous atteints. Il a fait une tournée aux États-Unis, obtenu 4 millions d'écoutes en streaming et 8 millions de vues sur une vidéo qui n'était pas un clip musical. Quelle était cette vidéo? En fait, c'était un freestyle qu'il a mis en ligne sur YouTube pendant la mi-temps du Super Bowl 50, dans lequel il mentionnait les 32 équipes de la NFL, et cela lui a valu un énorme succès et beaucoup de reconnaissance. Ancienne équipe, fille, pote qui se faisait remarquer la nuit en parlant des Green Bay, seulement quand il était dans son délire, mais mieux que mon chat. Ces rappeurs mentent comme Matthew Stafford, je balance ça comme un jet qui rappe vite ou un pote qui fume au club, mais ils font tout à l'envers. Depuis 2016, il a sorti single après single, accumulant plus de 60 millions de streams sur toutes les plateformes. Désormais, chaque morceau peut exploser et faire de Z un nom mondial. Mais même si la renommée mondiale n'est jamais au rendez-vous pour ce jeune homme du Maryland, eh bien sa base de fans inconditionnels est certaine de lui assurer une carrière. Avec leur grande admiration pour sa sincérité, son franc-parler dans ses textes, sans oublier son attitude détendue et généralement optimiste. En 2018, il a sorti son premier EP de 3 chansons intitulé Living Facts. Aussi populaire que soit devenu le jeune homme au cours de l'année écoulée, rien n'égale le succès que Roxane lui a apporté en 2019. Elle a été écoutée plus de 7000 fois le premier jour de sa sortie et est immédiatement devenue le sujet de nombreux mèmes sur TikTok. Et de nos jours, l'endroit où il faut vraiment percer, c'est sur TikTok. Les jeunes deviennent fous, on dirait qu'ils ont mis de la drogue dans cette appli. Je vous assure, ce truc sur TikTok était encore plus énorme que ce que je dis. Dès novembre 2019, la chanson était déjà apparue dans plus de 320 000 vidéos sur TikTok, rien que ça. Ça fait beaucoup de TikTok pour novembre, donc on peut facilement imaginer qu'il faut multiplier ce chiffre par 10. Quelques semaines plus tard, la chanson a atteint la première place sur Spotify aux États-Unis, le top 5 mondial et la 4e place du Billboard Hot 100 grâce à ce tube. Il est parti pour sa première tournée nationale en 2019. Et il a signé chez Columbia Records après une guerre d'enchères entre les maisons de disques, Columbia ayant remporté la mise. C'est la 2e fois qu'il signe une star virale en 2019, après avoir recruté Lil Nas X avec son tube Old Town Road. Il pourrait y avoir une collaboration à venir dans le futur, c'est possible. CJ est né Christopher Daniel Soriano Jr. le 4 janvier 1997 à Staten Island, New York. Maintenant, il pourrait sembler que l'ascension rapide de CJ dans l'industrie musicale soit sortie de nulle part. Mais cet ancien diplômé du lycée Port Richmond, eh bien, il travaille à s'imposer comme rappeur depuis près de 10 ans. Je pourrais entrer dans les détails de son ascension, mais nous en avons déjà parlé dans sa vidéo avant qu'il ne soit célèbre. Il y a un lien vers celle-ci ci-dessus. Pour connaître les détails de son histoire, regardez cette vidéo. À 14 ans, CJ s'est acheté un ordinateur portable et un micro, puis a commencé à créer des beats pour la première fois. Ce n'est qu'après son retour chez lui, après un bref passage à l'université, qu'il a commencé à prendre au sérieux l'idée de devenir artiste hip-hop.
Son oncle n'était autre que James Cruz, ce qui a donné à CJ un certain avantage par rapport aux rappeurs moyens qui rêvent de percer. Quant à son oncle, il avait travaillé avec des stars comme Tupac, Diddy et même 50 Cent. Lorsqu'on lui a demandé comment sa relation avec son oncle l'avait aidé à bien s'orienter, CJ a déclaré à Complex « Mon oncle, il est très dur avec moi. Il me dit « Si tu veux être ici, tu dois bosser. Ce ne sera pas facile. Ne crois pas que ma présence t'aidera. » Avec les encouragements de son ami et les grandes attentes de son oncle, eh bien CJ a mis en ligne son premier morceau officiel sur des plateformes comme YouTube et SoundCloud. Malheureusement, son calendrier de sorties sporadiques ne lui a jamais vraiment permis de créer une vraie dynamique, du moins pas par lui-même. Wu-Tang, c'est mon groupe préféré de tous les temps. Ouais, Wu-Tang, c'est du lourd, surtout en grandissant à Staten Island. C'est un truc là-bas, genre, t'es obligé d'aimer le Wu, tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, ouais, c'était un peu avant mon époque. Je suis né en 97. Dans ses premières tentatives, il a expérimenté différents genres, que ce soit le style trap de Letter to the Law, les beats rap mélodiques de Understood, ou la collaboration avec un artiste alors encore méconnu, Akashi 69, sur Pop. Ouais, malheureusement, même avec un peu d'aide, rien n'a vraiment décollé. Donc tu sais, c'était difficile. Ce n'est que lorsque CJ est tombé sur un sample de Bollywood très populaire connu sous le nom de Sanam Re. Celui-là avait déjà été utilisé avec succès par des artistes comme King Von et Mimo, 6 Cent dans leur morceau Exposing Me. Maintenant, CJ allait enfin s'imposer fermement dans l'industrie en transformant ce beat en single qui bien sûr deviendra Whoopty. Quand on lui a demandé pourquoi il avait choisi un genre qu'il connaissait peu, CJ a confié à Complex qu'il en avait simplement envie. Ce qu'il voulait, c'était honorer l'héritage du regretté Pop Smoke, qui, vous savez, avait quitté la ville de New York. En fait, il leur a dit « J'ai l'impression qu'après qu'on ait perdu Pop, eh bien, ça s'est un peu ralenti. La scène avait commencé à s'essouffler. J'essaie simplement de faire de la bonne musique et je veux vraiment continuer à faire vivre son nom aussi maintenant. J'étais un grand fan et quand nous avons subi cette perte, c'était une tragédie. Avec un sample incroyable en poche et l'intention de poursuivre ce que Pop Smoke avait déjà commencé dans son cœur. CJ a enregistré Whoopty en une journée, puis a tourné le clip 2 jours après, un vendredi dans la même semaine. Eh bien, le montage était terminé et le single sortait en ligne où il allait exploser très rapidement et devenir viral. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit absolument. Je me suis trompé. Restons sérieux. Impossible d'ouvrir TikTok sans voir des dizaines ou centaines de vidéos utilisant cette chanson en fond sonore. Malgré ce succès, ceux qui ont écouté Whoopty ou la musique de CJ ne voient pas vraiment en CJ la prochaine grande figure de la drill. Quand CJ a révélé dans l'émission YouTube Talking Nasty avec Ricky que Whoopty était la toute première chanson drill qu'il avait jamais faite, eh bien, ça a soulevé beaucoup de doutes dans l'esprit des fans de longue date du genre. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais Whoopty était mon premier beat drill sur lequel j'ai jamais enregistré. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était un peu comme un test, tu comprends? Je suis entré dans la cabine, j'ai entendu l'instru, j'ai dit que c'était lourd et j'ai voulu voir ce que je pouvais faire. C'est devenu Whoopty. Beaucoup de fans de drill préfèrent rappeler que lorsque King Von et Memo 600 ont utilisé ce même sample Bollywood pour Exposing Me, la chanson était bien plus efficace plutôt que de créditer l'homme pour son banger. Maintenant, d'autres ont suggéré que beaucoup de ces paroles, eh bien, elles ressemblent au mieux à du karaoké de 22GZ. Aïe! Et même lorsque 22GZ lui-même a dit qu'il sentait quelque chose de louche chez CJ, affirmant que cet homme, eh bien, il a plus en commun avec un artiste éphémère comme Takashi 69 qu'avec un vrai artiste de drill. Ces jeunes rappeurs d'une vingtaine d'années n'ont vraiment pas mâché leurs mots. Je ressens que mon Suburban 2, Les Rues, c'est cette chanson. Elle a tout explosé, tu vois. J'ai l'impression que le gars a volé tout un style. Ensuite, ces mêmes détracteurs aiment insister sur le fait que l'oncle de CJ était autrefois le président de Bad Boys Entertainment, et qu'à ce titre, il a très probablement joué un rôle pour que CJ ait toute cette énorme exposition à la radio qu'il recevait l'été dernier. Ce qui a vraiment confirmé les choses, c'est que lorsque son single suivant Bop est sorti, il n'a pas atteint les mêmes chiffres que Whoopty. Maintenant, ne vous méprenez pas, plus de 20 millions de vues sur un clip sur YouTube. Vous savez, c'est difficile de qualifier ça d'échec total. Mais comparé aux 340 millions de vues actuellement sur Whoopty, eh bien vous savez, c'est un peu comme comparer des pommes et des oranges. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que oui. En réalité, la chanson la plus réussie de CJ après Whoopty est sa version Latin Mix, qui compte environ 25 millions de vues. À ce stade, bien sûr, CJ avait déjà signé un contrat avec Warner grâce à son succès monumental.
Et franchement, peu importe ce que certains pensent de sa musique, quand on dépasse les 300 millions de vues sur quoi que ce soit, il faut reconnaître que c'est un exploit remarquable. Sous l'égide de Warner, ils l'ont associé à French Montana, qui a produit le premier EP de CJ comme producteur exécutif et l'a accompagné dans l'industrie en le mentorant. CJ a confié à SportsIllustratedLive.com que le meilleur conseil de French était « Si les gens parlent de toi, c'est que tu fais bien les choses. Reste concentré sur la musique. Ne t'inquiète pas des gens qui disent n'importe quoi. Reste concentré. Je reconnais que ce conseil est vrai dans ma propre carrière. » C'est exactement ce que CJ a fait. Après être apparu sur le remix de Bust the Rhyme Caesar, il a sorti Loyalty Over Royalty en février 2021 et cette EP a ensuite fait ses débuts à la 56e place du Billboard 200. Bon, il faut l'admettre, ce n'est pas mal pour une toute première sortie. Tant mieux pour lui. La sortie la plus récente de CJ est son single intitulé Replica, qui met en vedette le rappeur El Alpha. Et il a également promis qu'un nouvel album arrivera très bientôt. Alors, cette expérience CJ n'est-elle qu'un simple coup marketing pour faire de l'argent, soutenu par la royauté du rap new-yorkais, les playlists Spotify, les algorithmes TikTok et les grandes maisons de disques cherchant la prochaine star? Ou bien CJ a-t-il réussi à vraiment se transformer en prochain sauveur du rap? Trinidad James est né Nicholas Williams le 24 septembre 1987 à Trinité et Tobago, mais il a rapidement déménagé un peu partout en Amérique du Nord avant de finir par s'installer à Atlanta, en Géorgie, où il a principalement grandi. Tu sais, ma mère et moi, on a d'abord vécu au Canada parce qu'elle devait s'occuper de sa sœur qui n'allait pas bien, le Canada, puis on a quitté le Canada, on est retourné à Trinité. Ensuite, on a quitté Trinité et on est venu en Floride. Ensuite, on a quitté la Floride, on est allé à New York, on a vécu à New York, puis on a quitté New York pour aller à Atlanta. On a quitté Atlanta pour aller en Caroline du Nord, puis en Caroline du Sud. On a quitté la Caroline du Sud et on est revenu à Atlanta. À sa sortie du lycée, Nicolas a commencé sa carrière dans une boutique de streetwear au centre-ville où il a gravi les échelons jusqu'à devenir le responsable. C'est en travaillant là-bas que Nicolas a décidé de créer son alter ego Trinidad James, qui est vite devenu son personnage de rappeur. En novembre 2011, James s'est lancé dans le rap pour la première fois. En un an, il a enregistré son single à succès All Gold Everything. Tu sais, il faut comprendre que la personne, ce personnage que les gens voient dans All Gold Everything, c'est tout simplement moi. Ouais. De l'or jusque dans ma montre. Ne me crois pas, ne me crois pas. Le single est rapidement devenu un phénomène, faisant de Trinidad James une icône non officielle du rap à Atlanta. Habillé de chaînes en or, de dents en or et d'un style royal ultra rétro. Trinidad a impressionné dans le clip du single et a vite obtenu un contrat de 2 millions de dollars avec Def Jam. Je pense qu'il faut admettre que Pop the Molly, I'm Sweating fut un moment marquant de la pop culture. Même LeBron le disait. J'imagine combien cette chanson aurait cartonné sur TikTok si elle sortait aujourd'hui. Avec l'aide de Def Jam, il sortira peu après sa première mixtape, Don't Be Safe, qui comprendra son hit viral ainsi qu'un remix avec T.I., 2 Chainz et Young Jeezy. Porté par ses performances, l'album atteindra la 103e place du classement Billboard 200. Malheureusement, son projet suivant, sorti en 2013, 10 Piece Mild, a été un grand pas en arrière. En fait, malgré sa sortie seulement 10 mois après Don't Be Safe, son projet suivant n'est même pas entré dans les classements. Et pour être honnête, aucun des projets suivants de Trinidad n'a réussi à entrer dans les classements non plus. Son deuxième album n'ayant pas marqué de progrès, on s'est demandé si Trinidad James avait encore un autre All Gold Everything en lui. Lorsque les gens se sont posé la question, James a révélé sur Twitter avoir été lâché par Def Jam en 2014, apportant ainsi la réponse. James n'a pas seulement révélé avoir été lâché, il a aussi expliqué sur Twitter qu'il était désormais fauché et incapable de payer les artistes de son prochain projet, The Wake Up. Une fois le choc initial d'avoir été lâché passé, James a dû réfléchir à la prochaine étape. Et à la fin de 2014, il y a eu une brève lueur d'espoir lorsqu'il est devenu un élément secondaire d'un dernier énorme succès. À cette époque, Mark Ronson et Bruno Mars ont demandé à utiliser la célèbre phrase de All Gold Everything, Don't Believe Me, Just Watch, qui deviendra leur tube Uptown Funk. Incroyable le nombre de phrases cultes issues de ce single, comme Don't Believe Me, Just Watch ou Pop the Molly, I'm Sweating. Il y en a quelques autres. Je ne sais pas si j'ai le droit de les dire, mais passons. Se forçant à sortir d'un état de semi-dépression, Trinidad a accepté la proposition et a obtenu un crédit d'écriture ainsi qu'une redevance de 8% sur la chanson, ce qui lui aurait rapporté jusqu'à 150 000 $ depuis sa sortie. Après s'être un peu remise sur pied, Trinidad a finalement décidé que la meilleure chose à faire était de continuer à miser sur lui-même. James a décidé de relancer sa propre carrière en devenant un artiste indépendant et en investissant son temps, son argent et son énergie dans son propre label de développement, Old Gang Records. Et je me suis dit, j'ai plutôt l'impression d'être une agence de développement.
Tu comprends? C'est davantage une structure de développement d'artiste qu'un label. En 2017, il a sorti sa mixtape Father Figure, symbole de sa vision de lui-même dans l'industrie musicale. Un agneau sacrificiel qui est l'incarnation même de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Depuis qu'il est artiste indépendant, Trinidad James n'a peut-être pas retrouvé le sommet du hip-hop, mais il a su construire sa carrière alors que la situation semblait sombre. En 2020, il a sorti sa dernière mixtape intitulée Black Filter, et il avait de grands espoirs que ce projet lui permettrait enfin de retrouver un peu de cette magie de All Gold Everything. Avec le producteur Young Fire, James explique qu'ils ont enregistré 13 morceaux, tous des bangers, dont le single inspiré de James Brown, James Woo Woo. Ayant tiré des leçons de ses erreurs passées, Trinidad James n'était pas prêt à mettre tous ses œufs dans le même panier. Au-delà de son dernier album, Trinidad a également commencé à étendre son influence dans d'autres secteurs d'activité. Par exemple, il est actuellement l'un des animateurs de la web-série de Soul Collector, Full Size Run, un talk show sur les baskets. Je veux dire, les baskets, c'est quelque chose que j'adore. Et honnêtement, je suis un gars super honnête. Je ne savais pas que vous faisiez cette émission. Je ne comprends pas pourquoi je viens seulement de le voir, alors que je suis plein de trucs sur les baskets. J'ai vu ça et j'ai réagi. Yo, c'est quoi ça? Ouais. Je me souviens, je suis allé sur Instagram, vous étiez tous là. Qui gère ça? Moi aussi, je me l'étais demandé. Oui, moi aussi, parce que je voulais juste m'assurer que c'était officiel. Trinidad a aussi fait une apparition éclair dans le film acclamé par la critique Uncut Gems, avec Adam Sandler qui jouait, vous l'avez deviné, son propre rôle. James a même créé une web-série où il mettait au défi, lui et d'autres, de manger chaque jour dans un restaurant appartenant à des Noirs. Boum. D'accord, désolé si vous mangez. C'est végétalien. Non seulement c'est dehors, même si ces initiatives sont sans doute des réussites, d'autres de ses idées ont été moins fructueuses. Par exemple, sa nouvelle ligne de basket dont un communiqué de presse disait qu'elle s'inspirait de la fleur nationale, l'hibiscus, de sa ville natale, Trinidad et Tobago. Vous voyez, le problème, c'est que l'hibiscus n'est en fait pas la fleur nationale de Trinidad et Tobago, c'est la chiconia. Oh, et Trinidad et Tobago n'est pas non plus une ville, c'est un pays. Donc, je suis sûr que vous pouvez comprendre pourquoi ces citoyens étaient un peu remontés contre James pour cette gaffe. Ne vous inquiétez pas, il s'est excusé, ou du moins en quelque sorte. S'il y a bien une chose propre à l'expérience humaine, c'est que vous ferez des erreurs. Quand vous faites des erreurs, il faut être assez mature pour les reconnaître et les assumer. Donc, tout d'abord, la fleur nationale de Trinité s'appelle Chakunia. D'accord? C'est la Chakunia? On est tous humains. Au final, Trinidad James veut juste que vous sachiez qu'il ne vit pas sur la notoriété d'il y a 8 ans. Je vis de ce que je fais concrètement chaque année, surtout ces 3 dernières années où j'ai gardé le contrôle de mon business. Il souhaite aussi que vous sachiez une dernière chose. Dans une interview récente avec Drink Shams, Trinidad a affirmé que sans lui, le mot viral n'existerait pas dans le hip-hop. Le terme viral n'existait pas dans le hip-hop. Ça n'existait pas. Les mecs n'avaient jamais dit ça. C'est le mot viral. J'essaye d'être viral. Les mecs n'avaient jamais dit ça. C'est vrai, je suis fan. Et mec, je ne sais pas. Fabio Foreign aurait sûrement un avis, tout comme Soulja Boy, premier artiste à avoir eu un hit viral, même s'il n'utilisait pas encore ce terme. Mais cela ne veut pas dire que l'argument de Trinidad James ne tient pas la route. Après tout, cet homme est un créateur de tendance. Dommage que All Gold Everything soit devenu All Gold Occasionally. Ça aurait cartonné sur TikTok à notre époque. Young Chris est né Christian Eugene Williams le 21 novembre 2004 dans la ville de Portsmouth, en Virginie, de ses parents Eugene, un chef de projet, et Natasha, une infirmière. À 6 ans, Chris a déménagé à Jacksonville, Floride. Mais après quelques années, il est retourné à Chesapeake, en Virginie, où il a grandi avec ses sœurs Kira, sa meilleure amie et son mini-moi selon Chris, et la plus jeune, Cassidy. Enfant, Chris aimait ses parents inconditionnellement, et ils lui rendaient cet amour de manière bienveillante en soutenant toujours ses rêves. Que ce soit en lui achetant des crampons pour l'athlétisme lorsqu'il a brièvement envisagé de devenir athlète, ou en lui offrant des micros et des logiciels de production lorsque la musique est devenue le principal centre d'intérêt de sa vie. Depuis combien de temps tu fais de la musique? Je fais vraiment de la musique depuis 2019, mais j'ai toujours voulu en faire. Alors, frérot, ouais, t'es déjà allé aussi loin? Ouais, je veux dire, vraiment, en fait, je faisais rien de spécial pour ça. Je voyais juste ça comme un passe-temps, d'accord? Un truc que j'avais envie de faire. Bon, je commençais à m'ennuyer. Donc, en vrai, c'était pas grand-chose pour moi. Pendant sa scolarité, il a fréquenté l'école primaire Southwestern, où, lors d'une fête scolaire, il a lancé un mosh pit sur la chanson Watch Me Whip de Salento.
Plus tard, Chris reconnaîtra que cela a été un moment déterminant pour lui dans son parcours pour devenir rappeur. Je ne sais pas. Tu peux imaginer un mosh pit sur Watch Me Whip? Je ne sais pas. Ça a l'air intéressant. Je ne dis pas que je veux que ça arrive, mais je dis juste. Ce serait intéressant. J'aimerais voir ça. À l'époque, il écoutait des rappeurs comme XXXTentacion et Cometazine, et il respectait particulièrement la façon dont X s'essayait à différents genres, s'adaptant à chacun comme un caméléon et créant des tubes quoi qu'il arrive. Mais le premier rappeur dont Chris se souvient avoir écouté, c'est Lil Wayne, un artiste que son père faisait tourner partout dans la maison depuis qu'il était enfant, et dont le clip de 6 Foot 7 Foot a donné à Chris envie de mener la vie d'un rappeur. À l'époque, quand je vivais en Floride, j'avais environ 8 ans. Mon père, il faisait passer du Lil Wayne tout le temps à la maison. C'est ce que j'ai lu. Ouais, il en mettait partout dans la maison. Et puis, j'ai regardé le clip de 6 Foot 7 Foot quand il sortait de la caravane et qu'il enregistrait. C'était fou. Finalement, Chris est passé au collège Jalif, où il a commencé à négliger son travail scolaire par manque d'intérêt. Enfin, il est allé au lycée Western Branch, où il est toujours aujourd'hui. Au lycée Western Branch, la matière préférée de Chris est sans surprise le cours de sport. Mais ce choix n'est pas vraiment lié à ses talents d'athlète. C'est surtout parce qu'il peut bouger librement et draguer toutes les filles. Ah, tu aimes le cours de sport? Il est vraiment le rappeur auquel on s'identifie le plus. D'ailleurs, en ce qui concerne les relations et tout ça, Chris a toujours été un vrai dragueur depuis qu'une fille lui a brisé le cœur en CE2 en le trompant avec son meilleur ami. Heureusement, en grandissant, il a changé d'avis et est aujourd'hui de nouveau en couple sérieux. Mais longtemps, il ne pouvait se contenter d'une seule femme. Je veux dire, probablement parce que pour Chris, aller au lycée, c'est plus un défilé de mode qu'autre chose. Les élèves de son école l'appelaient même le beau gosse populaire qui rappe. L'an dernier, une chose marquante est arrivée à l'école. Après des critiques sur son manque d'implication, Chris a été retiré du groupe de discussion de l'équipe d'athlétisme par les entraîneurs. Au lieu de baisser la tête de honte ou même de perdre son sang-froid, Chris a simplement décidé sur le moment de se concentrer sur les possibilités d'une carrière dans le rap. Et seulement 2 mois plus tard, il allait exploser. En travaillant avec son pote Sing Suicide, Chris et lui sont devenus le duo de rap local après le lycée et ils se motivaient mutuellement à toujours s'améliorer. Au début, Chris rappait sous le nom de Fadeless Rhymes, qu'il avait obtenu grâce à un gamertag Xbox 360 généré automatiquement. Il est passé de ce surnom à King C, puis a changé après qu'un ami lui a dit que c'était trop basique comme nom de rappeur. Comment tu as eu cette idée, jeune Chris? D'accord, donc avant Young Chris, j'ai eu plusieurs noms différents. J'avais Fadeless Rhymes. J'ai eu Fadeless Rhymes grâce à Xbox Money, mais avant ça, j'avais King C. Donc, j'étais assis avec mon pote Sins. Un grand salut à Sins. Ouais. Il m'a dit, frérot, cherche King C sur YouTube et regarde combien de King C tu trouves. J'ai dit, d'accord, mais j'en ai vu plein. Et il m'a dit, frérot, il faut que tu changes. Alors j'ai dit, d'accord, ça marche. On va faire un truc simple, mais pas trop. J'ai donc pensé à Young Chris, mais je vais l'écrire de manière abstraite et tout ça. En me rappelant qu'un de ses influenceurs préférés sur Instagram s'appelle Young Swag, Chris a décidé de changer son nom en Young Chris et d'ajouter un X au milieu pour rendre hommage à XXXTentacion. Avec un nouveau nom et un plan précis, Chris a rejoint SoundCloud début 2020 et a sorti des morceaux révélant son talent pour raconter des histoires et créer des couplets accrocheurs. Il s'est progressivement construit un public sur la plateforme et, avant même de s'en rendre compte, il a explosé lorsque son morceau Kyrie Irving est devenu viral sur TikTok. Adolescent, Chris utilisait déjà TikTok assidûment et créait du contenu humoristique depuis des années. Lorsqu'il a commencé à prendre sa musique au sérieux, il comptait déjà environ 2000 abonnés et a alors décidé de changer d'approche. À un moment donné, pendant la pandémie, Chris faisait défiler TikTok lorsqu'il a remarqué qu'un extrait musical aléatoire avait reçu plus de 5000 likes. Chris, estimant que ce morceau n'avait rien d'extraordinaire, a décidé de faire mieux. Il s'est alors filmé en jouant Kyrie Irving et a publié la vidéo. Il est allé se coucher ce soir-là, curieux de voir ce qui pourrait se passer ensuite. Et le lendemain matin, il s'est réveillé avec plus de 5000 likes et beaucoup plus d'abonnés. C'est alors qu'il a compris qu'il réussirait vraiment dans le hip-hop. Dès lors, il a publié sa musique régulièrement pour garder l'élan. En décembre 2020, tout allait boucler la boucle, une fois que Chris a sorti son premier EP, Everybody Hates Chris. Mais aussi réussi que l'année 2020 ait été pour le jeune Chris, 2021 le serait encore plus. Columbia Records l'a contacté au début de l'année pour lui proposer un contrat, mais Chris n'était pas vraiment intéressé par une maison de disques à ce moment-là. Cependant, Columbia a été persistant et est revenu à la charge plusieurs fois. Finalement, Chris a décidé de récompenser leur ténacité et a signé pour rejoindre l'équipe. Depuis, ils ont mis Chris en contact avec Dre the Mayor et Pusha T, qui sont tous deux devenus les managers officiels de Chris. Quand Columbia a proposé l'idée, Chris pensait qu'il plaisantait, mais après avoir rencontré Pusha et Dre the Mayor qui lui ont expliqué leur projet, il a tout de suite aimé.
Comme ils viennent aussi de Virginie, c'était un retour aux sources et tout s'est naturellement organisé. Il m'a appelé un jour alors que j'étais chez un ami. Il m'a dit « Yo, est-ce que tu veux que Pusha T soit ton manager ?» Comme ça, sorti de nulle part. J'ai dit « Oh, appelle-moi frérot. Je dois aussi répondre à cette question. Ouais. » Mais là, j'ai répondu « Ouais, bien sûr, frère. Évidemment, tu sais, Pusha T, c'est une légende. Marché conclu. » Donc, quelques jours plus tard, je l'ai eu au téléphone, tu vois, on a parlé business et de la vision qu'il avait pour moi. Et maintenant, on en est là. Magnifique. Depuis, Chris a vu un autre de ses morceaux exploser sur TikTok, une chanson appelée Blood in the Leaves, qui reprend l'interprétation de Kanye de ce morceau. Chris avait posté une vidéo avec la chanson sur TikTok, mais faute de succès, il l'a supprimée. Quelques semaines plus tard, il a décidé de réessayer. Cette fois, la vidéo a commencé à faire de bons chiffres dès la première semaine. Mais ensuite, un autre utilisateur de TikTok a lancé le défi Blood on the Leaves, déclenchant ainsi une véritable sensation virale. Avant que Chris ne réalise ce qui se passait, tout TikTok suivait la tendance, permettant à Chris d'avoir 2 grands succès sur la plateforme à seulement 16 ans. Avant que Chris ne réalise ce qui se passait, tout TikTok suivait déjà la tendance, ce qui lui a permis d'obtenir 2 grands succès sur la plateforme à 16 ans. Maintenant, en tant que l'un des jeunes rappeurs les plus populaires au monde, Chris va devoir trouver le bon équilibre entre le travail et l'école parce que mon gars vient tout juste d'entrer en première. À l'heure actuelle, il suit des cours en ligne tout en gérant son succès fulgurant et les nécessités quotidiennes d'un adolescent. Tu sais, c'est parfois assez difficile de jongler avec les deux parce que je suis tellement concentré sur la musique et puis l'école arrive en même temps. Étudier et composer des chansons en même temps, c'est important, non? Tu peux terminer le lycée en donnant le meilleur de toi-même. Oui, absolument. Tu dois le faire. En ce qui concerne ses objectifs futurs, Chris prévoit de continuer à développer sa base de fans et aussi de prouver à tout le monde qu'on peut atteindre ses objectifs tant qu'on s'en donne les moyens. Et s'il remporte autant de récompenses musicales et de Grammy que possible, tant mieux. Un succès comme celui de Chris ne vient pas du jour au lendemain. Ça se mérite et je suis sûr que Chris deviendra l'un des artistes hip-hop les plus prometteurs.